Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de la crise qui se déroule actuellement entre la République d'Haïti et la République dominicaine. J'ai fait quelques vidéos à ce sujet et je vais poursuivre parce que de nouveaux événements viennent s'ajouter à cette actualité et il faut que j'en parle. Luis Abinader, le président de la République dominicaine, a décidé de rouvrir sa frontière avec la République voisine, la République d'Haïti, cette semaine. Les Haïtiens disent non à cette ouverture de la frontière. Cette réouverture a eu lieu mercredi dernier et doit concerner uniquement les échanges commerciaux. Parallèlement à cela, la République dominicaine a décidé de poursuivre sa politique d'expulsion d'Haïtiens vivant sur son territoire. Il s'agit d'expulsion concernant les Haïtiens en situation irrégulière, mais aussi les Haïtiens en situation régulière, parce que on voit des Haïtiens vivant sur le sol dominicain depuis des générations être expulsés. On voit des Haïtiens, des familles tout entières être séparées, dont le père est dominicain, la mère haïtienne, les enfants haïtiano-dominicains. Mais comme ils ont une goutte de sang haïtien qui coule dans leurs veines, eh bien ils sont déportés vers la République d'Haïti. Ce sont des mères dominicaines qui sont séparées de leurs maris haïtiens, dont les enfants sont aussi haïtiano-dominicains, qui sont nés en République dominicaine et expulsés vers la République d'Haïti. Mais aussi la République dominicaine a décidé de renforcer ses forces mobilisées à la frontière terrestre. Rappelez-vous, le 15 septembre dernier, Luis Abinader, le président de la République dominicaine, a pris la décision de fermer les frontières terrestres, maritimes, aériennes avec son voisin Haïti. Et cela faisait suite à la décision d'une initiative citoyenne de reprendre pour son compte le projet de construction d'un canal dans la commune de Ouanaminthe qui avait été initié par le président haïtien Jovenel Moïse de son vivant. J'ai fait toute une vidéo à ce sujet que je vous mettrai dans un petit i juste là si vous ne l'avez pas encore vu, mais il est vrai que Jovenel Moïse était entouré de professionnels, de géologues, d'ingénieurs en génie civil, d'agriculteurs, d'entrepreneurs dans l'agriculture et de son gouvernement afin de construire un canal d'irrigation chargé d'irriguer toute la région et de permettre aux agriculteurs du département du Nord-Est de travailler dans les champs et de produire des produits haïtiens. Déjà, les autorités dominicaines avaient été avisées de ce projet. Des pourparlers avaient été mis en place entre la République d'Haïti et la République dominicaine à l'initiative du gouvernement de Jovenel Moïse pour aviser le voisin du projet qui est en construction dans la zone transnationale. Et ce qui est impressionnant, c'est que les autorités dominicaines avaient donné leur feu vert en mai 2021, comme le témoignent de nombreux journaux dominicains. Cela ne vient pas de moi, ce sont les journaux dominicains eux-mêmes qui en parlent et qui ont rapporté l'information selon laquelle effectivement un canal d'irrigation allait voir le jour dans la commune de Ouanaminthe. Et il faut ajouter que le droit international se place du côté haïtien parce qu'un traité de paix et d'amitié avait été signé entre la République d'Haïti et la République dominicaine en 1929 concernant la gestion des ressources à la frontière et notamment sur la rivière du Massacre. Et ce projet de construction de canal n'allait pas à l'encontre de ce traité qui avait été signé entre les deux parties. Le canal de Ouanaminthe ne détourne pas le flux de la rivière du Massacre dont il est question, mais aussi il ne diminue pas le flux de la rivière. Mais tout ça on l'a vu dans la précédente vidéo que je vous invite à aller voir, je vous la mettrai juste là. Néanmoins, cela n'a pas empêché la République dominicaine de prendre une décision, on a l'impression un peu à la va-vite, une décision qui n'a pas été mûrement réfléchie au vu des nouveaux événements et de mettre un terme à toute forme de relation avec Haïti pour mettre la pression sur les travailleurs qui s'étaient engagés dans la construction de ce canal et les pousser à arrêter les travaux. Cependant, depuis le début de cette crise et depuis la fermeture de la frontière, nous avons pu remarquer que les pertes étaient considérables côté dominicain. Ce sont des quantités astronomiques de marchandises, de produits agricoles qui sont tout simplement jetés car ils ne trouvent pas acheteurs. Cela concerne, je l'ai dit, des produits agricoles mais aussi des produits textiles qui ne trouvent pas acheteurs parce que la République d'Haïti représente l'un des premiers partenaires commerciaux de la République dominicaine. Par exemple, les exportations entre la République dominicaine et Haïti représentaient 1 milliard de dollars en 2022. Encore une fois,
ce n'est pas moi qui le dis. C'est la BNP qui a établi le profil commercial de la République dominicaine et on voit bien qu'Haïti arrive en tête de la liste des pays avec qui la République dominicaine échange le plus, ou du moins vers lesquels elle exporte le plus. L'inverse n'est pas équivalent car les Haïtiens exportent très peu vers la République dominicaine. Fermer sa frontière pour une histoire de canal et ne pas privilégier le dialogue ni même la voie diplomatique m'a tout l'air d'être une décision prématurée, non réfléchie émanant de la République dominicaine. Et entre nous, ce n'est pas une façon de traiter l'un de ses partenaires commerciaux principaux. Voyons. D'ailleurs, la République dominicaine peine à trouver de nouveaux acheteurs pour ses produits car les produits agricoles dominicains bénéficient d'une mauvaise réputation, notamment en Haïti, mais aussi à l'étranger. Cette semaine, l'Union européenne a refusé l'importation de nombreux produits agricoles dominicains car ils sont jugés de mauvaise qualité en raison de leur forte teneur en pesticides. On voit bien que la République dominicaine cherche à trouver de nouveaux partenaires commerciaux, mais la tâche s'avère être plus compliquée que prévu car ce sont aussi d'autres pays caribéens qui se sont refusés d'importer des produits dominicains jugés de mauvaise qualité. La colère monte chez les agriculteurs, les producteurs dominicains qui sont les premières victimes de cette décision du gouvernement de Luis Abinader. Du côté haïtien, l'opération KPK, l'opération construction du canal se poursuit. Canal la pape campé, canal la pape font pas. Canal a continué construit et le peuple a montré sa ferme volonté de maintenir sa frontière avec la République dominicaine complètement fermée. Et lorsque le porte-parole du gouvernement dominicain, Homero Figueroa, a annoncé la réouverture de la frontière, on a vu une initiative citoyenne qui est arrivée à la frontière munie de briques, munie de cadenas, munie de chaînes, dans la volonté de renforcer la barrière avec la République dominicaine et de maintenir symboliquement la fermeture de la frontière. Alors, cette opération a été interrompue, on va dire contrariée par la PNH, la Police nationale d'Haïti. Néanmoins, c'est le geste qui compte. Il n'est pas question que la frontière avec la République dominicaine soit réouverte sous aucun prétexte. Le geste est symbolique. Personne ne s'attendait à voir les Haïtiens réagir avec autant d'orgueil. Personne. Le pays le plus pauvre de l'hémisphère nord, comme ils aiment me dire, un pays crève la faim, comme ils aiment le penser, pourquoi refuse-t-il d'acheter de la nourriture dans les mains des personnes qui les ont humiliés? Ils devraient se ruer en République dominicaine, ces crève la faim comme ils pensent, pour aller acheter ces marchandises, pour aller acheter ces produits agricoles. Je vais vous dire quelque chose. Vous ne connaissez pas le peuple haïtien. Vous ne connaissez pas le peuple haïtien. Vous vous êtes fait avoir par la propagande des médias occidentaux qui vous ont donné une image d'Haïti de misérabilisme et vous l'avez intégré cette image. Vous avez associé la misère que l'on peut voir en Haïti à son peuple, alors que c'est deux choses qui sont diamétralement opposées. Je sais pas pourquoi cette réaction surprend tout le monde quand on parle quand même d'un peuple qui a choisi sciemment la pauvreté dans la liberté plutôt que la richesse dans l'esclavage. On parle d'un peuple qui a connu les blocus. Il a connu au moment de son indépendance le blocus français, ensuite le blocus espagnol, le blocus anglais, le blocus américain et s'en est toujours relevé. On parle d'un peuple, et ça je vous l'ai déjà dit, qui organise lui-même des blocus. On appelle cela le pays loc lorsqu'il rentre dans une période de contestation avec son gouvernement. Des périodes qui peuvent aller jusqu'à 6 mois. Rien ne rentre, rien ne sort. L'économie est paralysée et le peuple tient. Je vous l'ai dit, vous ne connaissez pas le peuple haïtien. Et pour commencer à comprendre le peuple haïtien, il faut étudier son histoire. Mais le peuple haïtien, ce n'est pas un peuple que tu peux anticiper comme ça. C'est un peuple qui est un peu imprévisible. Bref, ce n'est pas le peuple haïtien qui a flanché. Ce ne sont pas les travailleurs sur le canal, mobilisés sur le canal de Wanamint qui ont flanché. C'est bien le gouvernement de Luis Abinader qui est revenu sur sa parole. En effet,
effet, ils avaient annoncé, Louis Abinader lui-même avait annoncé que les relations haïtiano-dominicaines, les échanges commerciaux entre la République dominicaine, l'ouverture de la frontière haïtiano-dominicaine ne sera pas réouverte. Ces relations ne reprendront pas tant que les travailleurs mobilisés sur la construction du canal n'arrêteront pas les travaux. Or, les citoyens haïtiens qui se sont lancés dans ce projet n'ont pas arrêté les travaux. Au-delà des pressions, au-delà des menaces qu'ils ont pu recevoir, ils ont continué les travaux et c'est Louis Abinader qui a décidé de revenir sur sa décision et de rouvrir la frontière alors que les travaux n'ont pas été interrompus. Alors, il s'agit d'une ouverture commerciale de la frontière. On peut voir qu'il y a plusieurs dimensions à la frontière. C'est un sujet qui est super intéressant. Émanant du gouvernement dominicain, quel est le message qui est envoyé? Eh bien, par là, on réouvre la frontière uniquement pour les échanges commerciaux. Ça envoie le message aux Haïtiens qu'on a uniquement besoin de votre argent, mais on n'a pas besoin de vous. On continue de déporter en masse des enfants qui rentrent de l'école, des femmes enceintes sur le point d'accoucher qui sont déportées à la frontière. C'est ce qui se passe là en République dominicaine. Les relations diplomatiques, économiques, toute forme de relation qu'entretient Haïti avec la République dominicaine ne sont pas construites sur des bases saines. Mais par sa réaction, le peuple haïtien a lui aussi su envoyer un message clair. Ne confondez pas le peuple haïtien avec ses élites, cette petite partie du peuple haïtien qui maîtrise à la perfection l'aplavantisme devant les occidentaux, mais aussi devant les autorités dominicaines. Il existe des Haïtiens fiers de l'être et qui sont prêts à le prouver. Et il y a cette idée selon laquelle Haïti n'aurait peut-être pas dû mener sa révolution parce qu'aujourd'hui elle le paie cher. Avant, je ne comprenais pas cet argumentaire. Et aujourd'hui, en fait, je comprends qu'être haïtien, c'est un état d'esprit. Effectivement, tout le monde ne peut pas être haïtien. Être haïtien, c'est un privilège qui n'est pas donné à tout le monde aujourd'hui parce que c'est vraiment un état d'esprit, celui de préférer la liberté, même dans la pauvreté, mais la liberté à la richesse dans la servitude. C'est ça, être haïtien. C'est ça. Et c'est ce choix-là qu'aujourd'hui Haïti perd encore. Mais bon, je m'éloigne de mon sujet. C'est un choix. Être haïtien, ça se mérite. Et c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Et je vais être honnête avec vous, pour moi, c'est toujours désagréable de voir deux États de la Caraïbe être en conflictualité. Mais les paroles d'apaisement vont attendre. Aujourd'hui, on ne peut pas négliger les mauvais traitements que subissent les Haïtiens en République dominicaine, la mauvaise foi dont fait preuve le gouvernement dominicain au sujet de la construction du canal. Et il faut avouer que c'est un mal pour un bien, même dans la crise, même dans la difficulté, c'est un mal pour un bien pour Haïti. Dans la nuit du 10 au 11 octobre dernier, le marché binational haïtiano-dominicain, qui est localisé en partie dominicaine car il se trouve à Darabonne, a pris feu. Il faut savoir que c'est un marché binational qui a été financé par l'Union européenne. C'est un projet qui date de 2016 et qui avait pour intention de promouvoir les échanges entre les deux États, de renforcer les liens diplomatiques, de renforcer les liens économiques. Et cet incendie qui a précédé la réouverture de la frontière concerne presque qu'exclusivement des marchandises haïtiennes. Ce sont des marchands, des marchandes haïtiens qui avaient laissé leur matériel, leurs marchandises dans ce marché, qui ont connu les plus grandes pertes. De ce que j'ai compris, le marché est divisé en deux. On a une partie dominicaine et une partie haïtienne et le feu s'est déclenché dans la partie haïtienne du marché. Cet incendie soulève naturellement de nombreuses questions. J'imagine qu'une enquête dominicaine concernant un incendie qui a eu lieu en partie dominicaine concernant de la marchandise haïtienne a été ouverte, mais on sait très bien que cela n'aboutira pas. Néanmoins, je commence à avoir de plus en plus de difficultés à voir les bénéfices que tirent les Haïtiens de leurs échanges avec la République dominicaine sur le long terme. J'ai vu le désarroi des marchandes haïtiennes qui ont investi de l'argent dans ces marchandises qu'elles auraient aimé récupérer et qui sont parties en fumée. Mais on peut encore une fois tirer de nouveaux enseignements de cette crise diplomatique. La première est que le
le gouvernement dominicain n'est pas aussi solide que ça. Je pense qu'on l'a tous vu, même des Dominicains commencent à le voir, commencent à prendre la parole dans leurs institutions, dans leurs médias, pour se rendre compte qu'Haïti a remporté la partie. Le premier à être revenu sur sa décision de réouvrir la frontière est celui qui a perdu la partie d'échec. On pensait voir les Haïtiens abandonner leur projet, on pensait voir les Haïtiens supplier, demander la réouverture de la frontière. Ça n'a pas été le cas. Bien au contraire, jusqu'à présent, la frontière haïtienne reste fermée. Des Haïtiens situés en République dominicaine décident de reprendre le chemin inverse et de retourner de leur propre chef, de leur propre initiative en Haïti. Ensuite, on peut voir que l'orgueil, la fierté du peuple haïtien est en train de renaître après de nombreuses crises, tremblements de terre, cyclones, assassinats de présidents et encore, qui ont mis le peuple en état de sommeil. Le mouvement de Wanament est initiateur de cela et les Haïtiens s'unissent autour d'un même projet, la souveraineté alimentaire d'Haïti. On a vu récemment de nouveaux projets de construction de canaux dans d'autres régions, comme j'en avais parlé dans une précédente vidéo. Donc ça concerne Gonaïves, mais je pense en avoir aussi vu dans le sud. Exactement ce que l'on voulait, que le mouvement puisse s'étendre et qu'il ne soit pas uniquement localisé, centré au département du Nord-Est. Cette crise diplomatique permet aux Haïtiens de se concentrer sur des projets qui ont pour intention, qui ont pour finalité de réduire la faim, de promouvoir la souveraineté alimentaire du pays, mais aussi de favoriser le développement national. Cette crise a également permis aux Haïtiens de se questionner sur la souveraineté territoriale, car la République dominicaine a rassemblé ses forces à la frontière et on a pu se rendre compte, si on ne le savait pas déjà, qu'Haïti n'a pas d'armée. Et donc, la question de posséder un corps militaire s'est posée en Haïti. Il faut également parler de la BESAP, la gestion de la surveillance environnementale des unités d'air protégées et des sites écologiques en Haïti. Et cette force s'est illustrée lors de ce conflit. Elle a autant su pacifier les situations qui étaient plus que tendues, les situations qui auraient pu dégénérer, escalader, mais elle a aussi constitué une force de dissuasion à la frontière. On a vu de part et d'autre des petits groupes de protection se former. Le fait que des petits groupes comme ça émergent pour se constituer comme des forces de protection, on comprend que le désir profond du peuple haïtien est de reformer une armée. Ce point est vraiment très important. Cette crise nous a permis de nous rendre compte qu'il est possible de remodeler les échanges, les rapports haïtiano-dominicains en réduisant le fossé du développement, le fossé économique qu'il existe entre les deux pays. L'unique moyen par lequel la République dominicaine traitera Haïti comme son égal, c'est quand Haïti réussira à réduire le fossé économique, le fossé en termes de développement qui existe et qu'il ne faut pas avoir peur de mentionner entre les deux pays. Rendre Haïti de nouveau attractif pour les Haïtiens, et je veux féliciter le travail de pages d'influenceurs sur les réseaux sociaux qui partagent abondamment des images positives d'Haïti, des histoires positives qui redonnent à Haïti ce côté attractif pour les Haïtiens de la diaspora, mais aussi permet aux Haïtiens situés en Haïti de connaître leur pays. J'aimerais applaudir le travail exceptionnel qu'ils font sur les réseaux sociaux. Petite parenthèse, mais quand on aura rendu Haïti de nouveau attractif pour sa jeunesse, en termes de développement, à ce moment-là, on aura commencé à réduire le fossé qu'il existe entre la République d'Haïti et la République dominicaine et on pourra communiquer, échanger d'égal à égal. Parce que quand Haïti a décidé de mettre son pied à terre et de dire non, la construction du canal se poursuivra, on a vu que le gouvernement dominicain a été quelque peu secoué. Les Dominicains construisent des murs, les Haïtiens s'organisent et il était temps et les choses jouent en notre faveur. L'union fait la force, on le voit quotidiennement aux abords de ce canal, on le voit avec la fermeture de la frontière et honnêtement, j'attendais ce moment avec impatience
quand les Haïtiens décideraient d'agir en peuple haïtien, d'agir avec orgueil et de refermer sa frontière avec la République dominicaine. Et quand j'ai vu ces images, je peux même pas vous expliquer la fierté que ça a représenté pour moi, la joie. Parce que ce que je voulais, ce que j'attendais, ce que je pensais du peuple haïtien, en fait, ils l'ont fait. Vous n'avez même pas la plus petite idée de ce que j'ai ressenti à ce moment-là. D'autant plus que la commune de Ouanamint a pu accueillir son tout nouveau marché, malgré les résistances de la République dominicaine, dont l'inauguration ne devrait pas tarder. C'est un marché qui, je l'espère, mettra en avant la production nationale, la production haïtienne. J'espère que les commerçants haïtiens ne seront plus obligés de traverser la frontière, d'aller en République dominicaine pour acheter des produits dominicains et qu'ils pourront désormais utiliser leur marché et privilégier la consommation et la production de produits haïtiens. Les bonnes nouvelles se multiplient car dimanche dernier je vous parlais d'une intervention de l'ONU sous l'égide de la police kenyane. Une intervention qui a été votée par le Conseil de sécurité de l'ONU le 2 octobre dernier et une intervention que le peuple haïtien refuse catégoriquement. Il faut savoir que du point de vue du droit international, cette intervention présente des vices de procédure. La première, selon moi, et la plus importante, est que la constitution haïtienne ne permet pas le déploiement de corps étrangers sur son sol. Faire intervenir un corps étranger, une police étrangère sur le sol haïtien est tout simplement anticonstitutionnel. Et cela, peu importe le motif. Ensuite, la demande effectuée auprès de l'Organisation des Nations Unies n'a pas été effectuée par un gouvernement légitime. En effet, Ariel Henry, l'actuel Premier ministre d'Haïti, n'a pas été élu par le peuple. Par conséquent, il ne se retrouve pas au pouvoir de façon légitime. Il n'a pas été amené à cette position par des élections. Cela fait de lui un dirigeant tout à fait illégitime au pouvoir. Ariel Henry ne représente que lui. Lorsqu'il se rend à l'ONU pour demander une intervention de la part de l'international, cette demande est illégitime car elle n'émane pas d'une autorité officielle, une autorité amenée au pouvoir par le vote, par les élections. Elle n'émane pas d'une autorité haïtienne officielle. Ariel Henry, et cela n'a de secret pour personne, a été placé au pouvoir par l'ambassadeur du Canada, des États-Unis, de la France, mais il n'a pas été amené au pouvoir par des élections. D'ailleurs, la constitution haïtienne ne permet même pas à Ariel Henry d'occuper le poste qu'il est en train d'occuper. Par conséquent, la constitution haïtienne ne permet pas à Ariel Henry de prendre ce genre de décision au nom de la nation. Donc pour faire bref, la requête d'Ariel Henry auprès de l'ONU est irrecevable, elle est illégitime. Enfin, du point de vue des Kenyans, cette intervention est aussi illégitime, elle est aussi anticonstitutionnelle, car la constitution kenyane ne permet pas à la police d'intervenir en dehors des frontières du Kenya. Ce serait l'armée qui serait habilitée à intervenir en dehors des frontières de l'État et cette décision doit être soumise au vote du Parlement kenyan. Or, c'est un déploiement qui serait mal parti parce que l'opposition kenyane a affiché très clairement dans les médias kenyans cette semaine son opposition au déploiement de la police kenyane en Haïti. Les oppositions kenyanes s'opposent à cette intervention, donc faire voter une telle décision au Parlement, ça me paraît être un peu compromis, ça me paraît quelque chose de difficile à réaliser. Mentionnons aussi l'incompétence de l'ONU depuis sa création. Je veux dire, aidez-moi à énumérer le nombre de conflits que l'ONU a réussi à résoudre depuis sa création. Il n'y en a pas. Parce que cet organisme s'avère être incompétent. Ça, tout le monde le dit. Tout le monde dit que l'ONU, c'est une mascarade. Pourquoi aujourd'hui l'ONU serait compétente pour intervenir en faveur du peuple haïtien? Dernier point sur ce sujet, c'est le passif de l'ONU avec Haïti. L'ONU est intervenue à plusieurs reprises en Haïti, n'a jamais réussi à trouver des solutions et surtout, comme je vous le disais dans ma dernière vidéo, s'est rendu responsable, s'est rendu coupable d'atrocités en Haïti. On a pu observer des abus sur des femmes, sur des jeunes femmes, sur des jeunes hommes. Ça a donné naissance à des centaines de bébés qui ont été abandonnés par les casques bleus. Le choléra a été réintroduit en Haïti par l'intermédiaire des casques bleus et donc par l'intermédiaire de l'ONU. On se rend compte que cette intervention est
de plus en plus impopulaire. Le peuple haïtien continue de montrer son désaccord face à cette intervention qui a été votée contre sa volonté. Et pour moi, elle a de moins en moins de chances d'aboutir. Dans tous les cas, je ne comprendrais pas qu'on puisse imposer cette intervention au peuple. Pour finir, l'actualité est marquée par les aveux d'un ancien sénateur, John Joel Joseph, un ancien sénateur haïtien qui a avoué devant une cour américaine localisée, située à Miami, me semble, il faudrait que je recheck ça, être impliqué, notamment d'un point de vue logistique, dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Il ne se passe pas une semaine sans que le nom de Jovenel Moïse ne soit cité. Il suffit de voir dans mes vidéos que je fais depuis que je parle de ce sujet-là. Dans chacune de mes vidéos, je cite le nom de Jovenel Moïse. Pas parce que je le cherche particulièrement, parce que on ne peut pas traiter de cette actualité, on ne peut pas parler d'Haïti actuellement sans mentionner Jovenel Moïse. Je vais pas développer davantage ce sujet parce que pour moi, c'est un petit des commanditaires qui ont été impliqués dans l'assassinat du président. Pour moi, il y a des petits commanditaires, il y a des grands commanditaires qui aujourd'hui encore nous regardent et se rient de nous. Comme disait Martine Moïse, la femme de Jovenel Moïse, lors de son enterrement. Donc, il a fait ses aveux, maintenant il faut qu'il cite des noms. Il faut qu'il apporte davantage de preuves pour incriminer ses complices. À commencer par l'état par lequel aujourd'hui il est entendu. De toutes les façons, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je lis absolument tous les commentaires. Je reçois des notifications de toutes les façons sur mon téléphone. Et à chaque fois qu'il y a un nouveau commentaire, je le lis. Mais je n'ai pas le temps de répondre à tous les commentaires. Parce que si je passe du temps à répondre aux commentaires, je n'ai pas le temps en fait de préparer la prochaine vidéo. Donc voilà, sachez que je vous remercie de vous abonner, de me soutenir, de liker, de commenter. Je lis tous les commentaires, mais malheureusement je ne peux pas répondre à tout le monde. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, Sephora.Dreams, mais aussi TikTok, Sephora.Dreams, parce que je rigole pas mal là-bas. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la petite cloche de notification juste là pour être informé à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Et puis en attendant, croyez en vos rêves, aimez-vous. Moi je vous aime et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!